Quand on évoque les grandes extinctions massives qui ont marqué l'histoire de notre planète, certaines d'entre elles s'imposent naturellement dans notre mémoire collective. L'extinction des dinosaures à la fin du Crétacé, la grande extinction du Permien qui a balayé la majorité de la vie marine, ou encore celle de l'Ordovicien. Pourtant, entre ces événements emblématiques, une crise d'extinction d'une ampleur tout aussi remarquable, mais pourtant bien moins médiatisée, s'est déroulée au passage entre le Trias et le Jurassique, il y a environ 201 millions d'années. Cette extinction du Trias-Jurassique, ou extinction TJ, reste encore relativement méconnue du grand public, alors qu'elle a profondément remodelé la biodiversité terrestre et marine, préparant ainsi le terrain à la domination des dinosaures au Jurassique qui suivit. Dans cette première étape de notre exploration, il est essentiel de poser les bases et de mieux comprendre en quoi consiste cette extinction, pourquoi elle est si importante et pourtant si oubliée, ainsi que les grandes lignes de ce qu'elle a représenté pour la vie sur Terre. Pour commencer, il faut saisir que cette extinction du Trias-Jurassique constitue l'un des 5 grands événements d'effondrement biologique que la Terre a connus au cours de son histoire. Bien qu'elle soit moins célèbre et souvent éclipsée par les extinctions du Permien ou du Crétacé, les données géologiques et paléontologiques soulignent qu'elle a provoqué une perte massive de biodiversité, avec des taux d'extinction de l'ordre de 50 à 80% parmi de nombreux groupes vivants. Son importance est donc comparable, voire, dans certains groupes, supérieure, à celle des autres grandes crises. L'ampleur de cette extinction est une des raisons de l'oubli relatif dont elle a souffert. D'une part, elle s'est déroulée il y a environ 201 millions d'années, à une période où les archives fossiles sont rares et souvent fragmentaires, ce qui complique la reconstruction précise de son déroulement. D'autre part, cette extinction ne s'est pas traduite par un effondrement total de la vie, mais plutôt par un changement majeur dans les compositions écologiques, avec des disparitions suivies d'une récupération progressive. Cela la rend plus subtile à percevoir que l'extinction plus brutale, qui précipita la disparition des dinosaures non aviens à la fin du Crétacé. Cette transition se situe donc au cœur d'une période charnière de l'évolution de la vie terrestre. Le Trias, qui a suivi la plus grande extinction de masse de l'histoire de la Terre, celle du Permien-Trias, a vu l'apparition et la diversification des premiers dinosaures, reptiles marins et premières formes modernes de plantes. Mais c'est bien au cours de l'extinction du Trias-Jurassique que beaucoup de ces groupes ont été réorganisés, certains s'éteignant, tandis que d'autres allaient connaître un essor spectaculaire. Ainsi, après cet événement, les dinosaures se sont imposés comme les formes dominantes, un héritage direct de cette crise biologique. Il est fascinant de penser que cette extinction a presque oublié d'entrer dans nos récits populaires, alors qu'elle constitue une véritable réinvention de la vie sur Terre. En effet, les écosystèmes marins et terrestres ont été profondément modifiés, entraînant des pertes parmi les ammonites, certains reptiles marins, les premiers mammifères archéens et divers groupes d'invertébrés. Cette extinction a donc un rôle fondamental dans la dynamique évolutive et écologique qui a permis le développement des écosystèmes typiquement jurassiques, reconnus pour leur richesse et leur diversité. Ce que nous appelons aujourd'hui extinction massive du Trias-Jurassique est en réalité un processus complexe, étalé sur des centaines de milliers d'années, parfois considéré comme une série d'événements plutôt qu'une seule catastrophe ponctuelle. Ce processus a laissé derrière lui des traces géologiques et paléontologiques déterminantes, qui peuvent être étudiées afin de mieux comprendre les causes, les mécanismes et les conséquences de cette crise. Ce déplacement progressif dans le temps
L'intervalle précis où l'extinction s'est produite est crucial à saisir pour différencier les pertes purement cycliques, propres aux évolutions naturelles, des véritables déclins catastrophiques résultant de perturbations environnementales majeures. Ces perturbations comprennent notamment une intense activité volcanique, des changements climatiques globaux et des fluctuations chimiques des océans qui seront examinés en détail dans les sections à venir. Avant de plonger dans la richesse du contexte du Trias, permettant de mieux saisir la situation écologique et géographique qui prévalait avant la crise, il importe donc de bien garder à l'esprit que cette extinction, bien que discrète dans nos manuels, demeure un moment clé qui a profondément façonné la biodiversité actuelle, ainsi que la trajectoire évolutive des formes de vie terrestres et marines. À travers ce récit, nous allons découvrir progressivement les indices laissés dans les roches, les fossiles, les signatures chimiques et même dans les déformations du climat, afin de reconstituer l'histoire d'un monde qui, il y a plus de 200 millions d'années, bascula vers une nouvelle ère. Une ère où le règne des dinosaures s'affirmait, conséquence directe des bouleversements ayant marqué ce passage. Ainsi, en introduisant ce panorama, nous posons la première pierre d'un voyage captivant à travers le temps et l'espace, dans la quête de ce grand événement d'extinction plus oublié, mais non moins significatif. Ce fil conducteur nous accompagnera tout au long de cette exploration, mêlant rigueur scientifique et récit apaisant, propice à un questionnement profond sur notre planète, en perpétuel changement. Poursuivons désormais avec une plongée détaillée dans le contexte du Trias, une époque fascinante, à la fois riche en biodiversité et pleine de spécificités géologiques et biologiques qui conditionnent la compréhension de cette extinction. Pour bien comprendre l'ampleur et les causes de l'extinction du Trias jurassique, il est essentiel de plonger d'abord au cœur du contexte environnemental, biologique et géographique du Trias, cette période fascinante qui précéda immédiatement cette grande crise. Le Trias, qui s'étend approximativement de 252 à 201 millions d'années avant notre ère, offre un paysage évolutif et écologique d'une grande richesse et originalité, et marque une étape charnière dans l'histoire de la vie sur Terre. Au sortir de la plus vaste extinction de masse jamais enregistrée, celle du Permien-Trias, la biosphère était profondément bouleversée. Le Trias fut précisément une époque de reconstruction et d'innovation biologique, de diversification intense dans de nombreux groupes zoologiques et végétaux. Pourtant, cette époque ne fut pas un simple retour au statu quo ante, mais bien une véritable métamorphose, aux racines des écosystèmes modernes. Du point de vue géologique, le Trias est marqué par la présence des supercontinents, principalement celui nommé la Pangée, qui concentrait presque toute la masse terrestre en un bloc unique. Ce vaste continent s'étendait de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, englobant des territoires aujourd'hui dispersés. Amérique du Nord, Europe, Afrique, Asie et Amérique du Sud étaient en grande partie connectés. Cette configuration influença grandement les climats, les cycles atmosphériques et océaniques, et par conséquent, la répartition des êtres vivants. Le climat triasique présente une tendance générale vers la sécheresse, en particulier dans les régions continentales éloignées des côtes, où la vaste étendue intérieure, appelée mer intérieure de la Pangée, connaissant des conditions arides, quasi désertiques. Cette aridité a favorisé le développement d'écosystèmes terrestres bien particuliers, où les végétaux résistants à la sécheresse dominaient. Sur le plan de la vie marine, le Trias vit la reprise rapide de la biodiversité parmi les invertébrés marins après leur quasi-extinction à la fin du Permien. Les ammonites, ces céphalopodes à coquilles en spirale, commencèrent à se diversifier à nouveau dès le début du Trias, constituant des marqueurs stratigraphiques majeurs.
les coraux, brachiopodes et bivalves reprirent aussi leur expansion. Cependant, la composition des faunes marines était encore très différente de celle du Jurassique. Les reptiles marins, notamment les nothosaures et les premiers ichthyosaures, commencèrent également à émerger et à s'adapter aux diverses niches des mers triassiques. Du côté terrestre, la vie avait connu une véritable révolution. Les archosaures, groupe ancestral regroupant les dinosaures, ainsi que les crocodiliens et les ptérosaures, commencèrent leur diversification. Alors que les synapsides, ancêtres des mammifères, se firent plus discrets, les archosaures occupaient une place grandissante dans les écosystèmes terrestres. Par ailleurs, de premiers reptiles volants apparaissent, annonçant l'avènement d'espèces qui deviendraient dominantes dans les périodes suivantes. La flore du Trias, quant à elle, est caractéristique de cette période de transition. Les grandes forêts du Carbonifère et du Permien, à base de fougères arborescentes et de lycopodes, se raréfièrent, laissant place à des gymnospermes, comme les cicadales et les conifères primitifs, s'adaptant mieux aux conditions plus sèches. Cette végétation avait un rôle fondamental en structurant les habitats terrestres et en fournissant la base alimentaire pour de nombreuses espèces herbivores. Il faut noter une spécificité majeure du Trias. La vie terrestre était dominée par une diversité d'animaux plus petits et une absence relative des grands herbivores modernes que nous connaissons. Les écosystèmes terrestres restaient probablement fragiles, construits par des chaînes alimentaires plus courtes et moins complexes, malgré la diversification croissante. Dans les mers, en plus des ammonites, la diversité des poissons, notamment les actinoptérygiens, s'accroît, posant les jalons pour un bouleversement marin ultérieur. Les récifs coralliens commencent à réapparaître à la fin du Trias, annonçant un retour progressif à des écosystèmes marins plus complexes. Plus, les fonds océaniques triassiques étaient aussi marqués par une faible oxydation, ce qui, en combinaison avec la concentration de certains éléments chimiques, donnera lieu à des phénomènes d'anoxie océanique multiples, jouant un rôle clé dans la crise d'extinction qui suivra. Ces conditions chimiques particulières des océans sont fondamentales pour comprendre les mécanismes de la crise TJ et leur impact sur la biodiversité marine. Enfin, le Trias possède une vraie importance dans l'histoire des micro-organismes. Les foraminifères et autres protistes microscopiques, essentiels dans les réseaux trophiques marins, ont connu de profonds remaniements, modifiant les cycles carbonés et la production primaire océanique, éléments qui, combinés avec les facteurs climatiques, influencèrent directement la viabilité des écosystèmes. Cette mosaïque de facteurs géographiques, climatiques et biologiques établit ainsi un contexte très particulier, propice à la fois à la prolifération, mais aussi à la fragilité des écosystèmes. C'est ce climat précis qui, au seuil du Jurassique, verra l'apparition d'événements volcaniques majeurs, de bouleversements océanographiques et atmosphériques, déclenchant une extinction massive. Comprendre le cadre écologique et géologique du Trias est donc indispensable pour saisir la complexité et la dynamique des perturbations majeures qui suivront. C'est dans cet équilibre instable entre prospérité des nouvelles espèces et fragilité écologique que doit être replacée l'extinction du Trias jurassique, qui sera au centre des développements suivants. Nous allons désormais aborder avec précision la place de cet événement dans l'échelle géologique, en définissant plus clairement ses intervalles temporels et les limites stratigraphiques qui le délimitent. Pour mieux en saisir la durée et les phases cruciales, plongeons maintenant au cœur du temps géologique afin de situer précisément l'extinction du Trias jurassique dans l'échelle chronologique complexe qui structure notre compréhension de l'histoire de la Terre. Cette étape est indispensable pour expliciter la durée, la périodicité et les subdivisions associées à cet événement majeur. L'extinction du Trias jurassique s'est produite à la frontière entre deux périodes géologiques fondamentales,
le Trias et le Jurassique. Plus précisément, elle marque la fin du Trias supérieur, il y a environ 201,3 millions d'années, selon les données les plus récentes issues de la datation radiométrique et de l'étude stratigraphique internationale. Cette frontière est reconnue par l'Union internationale des sciences géologiques, IUGS, comme une limite officielle délimitant la fin du Mésozoïque inférieur et le début du Mésozoïque moyen. Pour donner un cadre temporel plus large, le Trias s'étend sur environ 50 millions d'années, de 252 à 201 millions d'années avant notre ère, et est subdivisé en 3 étages, le Trias inférieur, moyen et supérieur. L'extinction que nous étudions intervient donc au terme du Trias supérieur, précisément au niveau de la délimitation stratigraphique, dénommée la limite carnien-norien, ou plus généralement, la limite norien-rhétien. Selon les subdivisions régionales, la zone rhétienne correspondant à la dernière subdivision du Trias. Du côté du Jurassique, cette période commence directement après la crise, inaugurant le Jurassique inférieur. Cette période s'étale sur environ 56 millions d'années, de 201 à 145 millions d'années, et est également fractionnée en plusieurs étages, comme le Étangien et le Cinémurien, qui s'inscrivent dans les premières phases d'un redémarrage biologique et écologique. L'importance du positionnement de cette extinction tient aussi à la nature des archives géologiques qui matérialisent cette transition. La limite Trias-Jurassique est souvent associée à une série d'indicateurs stratigraphiques précis, un changement marqué dans la faune fossile, une modification des compositions isotopiques, mais aussi des traces géochimiques liées à des perturbations environnementales majeures. Le positionnement temporel permet aussi d'explorer la durée et la dynamique de l'événement d'extinction. Contrairement à une catastrophe fulgurante, comme celle plus célèbre du Crétacé-Paléogène, qui a vu la disparition violente des dinosaures non-aviens, l'extinction du Trias jurassique semble s'être déroulée sur une période prolongée allant de plusieurs dizaines de milliers d'années à quelques centaines de milliers d'années. Cette durée est estimée grâce à l'étude des stratotypes, qui sont des séquences géologiques servant de référence mondiale, ainsi que par la datation des événements volcaniques liés, comme l'activité des trappes du centre Atlantique. Ce laps de temps étalé permet d'envisager une extinction à phases multiples, avec des seuils critiques ponctuant une période d'instabilité progressive. Par exemple, certaines études identifient plusieurs sursauts biologiques où la biodiversité chute brutalement, suivie de périodes de récupération incomplètes, ce qui confirme la complexité de la crise. Il est aussi pertinent d'évoquer la relation entre l'extinction et d'autres événements géologiques contemporains. La fin du Trias coïncide avec un très intense épisode volcanique associé à la mise en place des trappes du centre Atlantique, immense province ignée caractérisée par des fontaines de lave et des émissions volcaniques massives. Ces phénomènes ont laissé leur empreinte dans les strates géologiques datées précisément autour de cette limite, renforçant la corrélation entre volcanisme et extinction. L'étude des microfossiles, tels que les conodontes et certains foraminifères benthiques, montre clairement des interruptions dans la continuité biologique à cette époque, confirmant une phase d'effondrement écologique majeur. Cette datation précise permet également d'exclure ou de relativiser le rôle d'autres causes hypothétiques, comme les impacts météoritiques, qui paraissent moins corrélés dans le temps. À l'échelle régionale, la délimitation de la limite Trias-Jurassique varie quelque peu en fonction des fossiles spécifiques présents et de la nature des sédiments. Par exemple, les archives européennes, nord-américaines et asiatiques diffèrent légèrement quant aux marqueurs précis utilisés pour repérer cette frontière. Néanmoins, l'ensemble des données convergent vers une période d'unification géologique qui témoigne d'un changement global. En résumé, l'extinction du Trias jurassique occupe une place stratégique
en tant que point de transition entre deux grandes périodes du Mésozoïque, caractérisées par de profonds bouleversements biologiques et environnementaux. Elle n'est pas un événement instantané, mais un processus dynamique et étalé, survenant au cours d'une phase charnière de l'histoire de notre planète. Cette compréhension fine de la position temporelle de l'extinction est indispensable pour appréhender ensuite la chronologie détaillée, les mécanismes impliqués, ainsi que les conséquences profondes sur la biodiversité et les trajectoires évolutives qui s'ensuivirent. C'est à cette tâche que nous nous attellerons dans la section suivante, où nous disséquerons plus précisément la durée, les différentes phases et les seuils critiques de ce grand événement. Pour approfondir notre compréhension de l'extinction du trias jurassique, il est essentiel de se pencher sur sa chronologie détaillée, en analysant non seulement sa durée, mais aussi les différentes phases et seuils critiques qui ont marqué ce processus complexe. Contrairement à une extinction instantanée et fulgurante, comme celle de la fin du Crétacé, cette extinction s'étale sur plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'années, révélant une dynamique évolutive et environnementale plus progressive, par vagues successives de perturbations. Les données provenant des études stratigraphiques, radiométriques et paléontologiques convergent pour positionner le principal épisode d'extinction entre environ 201,5 et 201 millions d'années avant notre ère, au sein de la transition du Trias supérieur vers le Jurassique inférieur. Cette fourchette témoigne d'un événement qui ne se déroule pas en un instantané, mais plutôt sous la forme d'une série de phases, chacune associée à des pertes biologiques plus ou moins intenses. Une première phase de déclin est observable juste avant le pic principal de la crise. Durant cette phase, on constate un ralentissement progressif de la diversification au sein de groupes marins, tels que les ammonites et certains bivalves, ainsi qu'une baisse dans la diversité des écosystèmes récifaux. Cette étape semble correspondre à une période préalable d'instabilité environnementale, probablement liée à des perturbations climatiques initiales ou à une faible intensification du volcanisme. La deuxième phase, plus critique, est celle du pic principal d'extinction. Elle correspond à un seuil où les taux de disparition s'accélèrent brutalement. Cette période est marquée par une chute drastique de la biodiversité marine, en particulier chez les ammonites, certains coraux, et chez plusieurs groupes de vertébrés marins et terrestres. Les récifs coralliens pratiquement s'éteignent dans de nombreuses régions, et les chaînes alimentaires marines subissent un effondrement visible. Sur Terre, la dynamique des populations d'archosaures et des grands reptiles connaît également un bouleversement majeur. C'est durant ce pic que les effets du volcanisme massif des trappes du centre Atlantique entrent sans doute en jeu, aggravant les conditions climatiques par des émissions importantes de gaz à effet de serre et de particules volcaniques. Ces perturbations sont probablement responsables d'une augmentation de la température globale, d'acidification des océans et de phénomènes d'anoxie accélérée dans certaines mers peu profondes. Une troisième phase post-extinction survient après ce pic, durant laquelle la biosphère s'engage lentement dans une phase de récupération. Celle-ci n'est cependant ni linéaire ni simple. L'environnement reste instable et les écosystèmes doivent trouver un nouvel équilibre. Certaines niches laissées vacantes par les espèces disparues sont progressivement occupées par de nouveaux groupes, notamment une radiation spectaculaire des dinosaures qui s'imposeront durablement dans les écosystèmes terrestres durant le Jurassique. Durant cette phase, la biodiversité marine reste encore limitée. Les récifs mettent du temps à reconstituer leur complexité et les chaînes trophiques affichent des structures simplifiées. On note aussi une forte hétérogénéité géographique, certaines régions faisant preuve d'une récupération plus rapide, tandis que d'autres restent marquées par un déclin prolongé.
Au sein de cette chronologie, plusieurs seuils critiques identifiables dans les successions stratigraphiques témoignent des moments clés où les pertes de biodiversité sont les plus aiguës. Ces seuils sont révélés grâce à des indicateurs précis, tels que les variations rapides des isotopes du carbone, les changements de composition des microfossiles, ou encore l'apparition de dépôts sédimentaires particuliers liés à des perturbations environnementales intenses. Les études récentes utilisant la cyclostratigraphie et les techniques de datation haute résolution ont permis de préciser cette dynamique. Elles montrent que l'extinction n'a pas été un événement rapide, mais plutôt un processus itératif, alternant entre épisodes de déclin et phases de stabilité ou de reprise partielle. Ce scénario s'inscrit dans un contexte de nombreux stress environnementaux combinés, ce qui rend le tri des causes et mécanismes très complexe. Il est également crucial de mentionner que le seuil d'extinction comprend une composante spatiale. Toutes les régions ne subirent pas les mêmes intensités de crise simultanément. Par exemple, certains bassins marins, caractérisés par des conditions locales d'anoxie ou d'acidification, furent particulièrement affectés, tandis que d'autres zones continuèrent à héberger une biodiversité relative. Cette variabilité géographique témoigne de la complexité des interactions entre facteurs globaux et locaux. Enfin, la notion de seuil critique implique que la biodiversité au sein des écosystèmes atteignait un point de basculement à partir duquel la résilience naturelle des populations fut dépassée, entraînant un effondrement en chaîne des réseaux trophiques. Cette dynamique, démontrée par l'observation des successions stratigraphiques et des assemblages fossiles, est une clé fondamentale pour appréhender ce qui s'est réellement passé à la frontière Trias-Jurassique. Ainsi, loin d'être une extinction soudaine et instantanée, le passage du Trias au Jurassique se présente comme une période charnière complexe, faite de plusieurs phases, où seuils critiques et impacts environnementaux se conjuguèrent pour transformant durablement la biosphère. Ce cadre chronologique précis permet aux scientifiques d'explorer plus profondément les mécanismes en jeu, qu'il s'agisse de volcanisme, d'anoxie, de changement climatique ou d'influences extraterrestres, qui seront analysés dans les sections subséquentes. En concluant cette étude détaillée du déroulement temporel, nous ouvrons ainsi la voie à une meilleure compréhension des processus internes qui ont culminé dans cette extinction et aux clés pour décoder les archives fossiles et géochimiques qui nous en racontent l'histoire. L'histoire de la découverte et de la reconnaissance de l'extinction du Trias jurassique est une quête scientifique passionnante qui s'étend sur plus d'un siècle. À l'origine, cette extinction n'était pas perçue comme un événement global majeur, mais s'est peu à peu imposée grâce aux avancées dans les domaines de la stratigraphie, de la paléontologie et de la géochimie. Au XIXe siècle, les chercheurs se concentraient surtout sur les extinctions bien visibles et spectaculaires, comme celles qui marquent la fin du Permien ou du Crétacé. Le Trias, connu pour son rôle de période de transition, était davantage étudié sous l'angle de la diversification des reptiles et de l'évolution des premiers dinosaures que comme une phase marquée par une extinction massive. Cependant, des observations isolées de discontinuité dans les enregistrements fossiles commencèrent à émerger dans les carrières européennes, notamment en Allemagne, en Autriche et en Angleterre, où des faunes spécifiques au Trias supérieur disparurent brusquement. Au cours du XXe siècle, notamment à partir des années 1970 et 1980, les études stratigraphiques se sont affinées avec le développement de techniques précises de datation radiométrique et d'analyse isotopique. Les paléontologues ont ainsi pu identifier que plusieurs groupes d'organismes, tant marins que terrestres, subissaient une diminution significative de leur diversité à la limite entre le Trias et le Jurassique.
Ces constats suscitèrent un regain d'intérêt, remettant en question l'idée d'une extinction mineure et localisée. L'un des tournants majeurs fut l'analyse détaillée des ammonites, ces céphalopodes fossiles à rapide évolution et forte diversité, devenus de précieux marqueurs stratigraphiques. Leur disparition rapide et presque simultanée dans le registre géologique à la fin du Trias fut l'un des premiers indices d'un événement global. Parallèlement, l'étude des récifs coralliens, des conodontes et des microfossiles marins apporta des preuves convergentes confirmant la réalité d'une crise biologique. Un autre grand point d'appui fut l'observation des changements dans la faune terrestre. La diversification des archosaures au Trias achoppait sur une phase de déclin où certaines lignées disparaissaient mystérieusement, tandis que d'autres, comme les dinosaures, semblaient émerger avec vigueur dès le Jurassique. Ces dynamiques suggéraient un bouleversement profond des écosystèmes terrestres, reliant l'extinction marine à une crise terrestre globale. Dans les années 1990 et 2000, les recherches paléontologiques et géologiques se sont combinées avec des analyses géochimiques plus sophistiquées. L'étude des isotopes du carbone, la détection de métaux rares tels que l'iridium et l'analyse de traces de sédiments volcaniques ont fait émerger l'hypothèse d'un lien fort entre crise biologique et perturbations environnementales majeures, notamment un volcanisme intense. Par ailleurs, la reconnaissance progressive des trappes du centre-Atlantique comme une province d'épanchement volcanique majeur, datée précisément autour de la limite Trias-Jurassique, a joué un rôle central dans la compréhension de la crise. La corrélation entre cette activité volcanique monumentale et les variations observées dans les archives fossiles a permis de forger un récit plausible reliant cause et effet. L'importance du Trias jurassique comme extinction majeure fut ainsi confirmée grâce à la compilation multidisciplinaire d'indices, incluant la stratigraphie fine, la paléontologie comparative, la géochimie et la tectonique. Malgré ces progrès, cette extinction reste moins médiatisée que d'autres, en partie parce que son signature fossilifère est plus subtile et éparse, requérant des études plus minutieuses et des territoires d'investigation variés. Récemment, le développement de nouvelles technologies d'imagerie, la datation à la haute précision et la modélisation climatique numérique continuent d'enrichir cette quête scientifique. Ces outils ouvrent la voie à une reconstitution toujours plus précise des événements qui ont pavé la transition Trias-Jurassique. Au fil du temps, l'acceptation de l'extinction du Trias jurassique comme un épisode massif et global a permis d'intégrer cet événement dans la compréhension générale des extinctions de masse et de leurs effets sur la vie. La recherche continue d'évoluer, affinant notre connaissance des mécanismes en jeu, des groupes impactés et de la manière dont la vie a su se réinventer après cette crise cruciale. Ainsi, l'histoire de la découverte de cette extinction reflète aussi le parcours même de la science, passant de l'observation fragmentaire à la construction d'un cadre global cohérent, où chaque discipline contribue à éclairer un pan majeur de l'histoire de notre planète. Ce récit nous invite à poursuivre l'exploration des preuves géologiques, stratigraphiques et biologiques, pour mieux comprendre les causes profondes et l'ampleur de ce phénomène, sujet que nous aborderons dans les chapitres qui suivent. Pour comprendre pleinement l'extinction du Trias jurassique, il est indispensable d'examiner les preuves géologiques et stratigraphiques qui documentent cet événement à travers le monde. Ces traces dans les roches sont des témoins directs des changements profonds survenus à cette époque, offrant un enregistrement précieux et souvent spectaculaire de ce bouleversement planétaire. D'abord, les séries stratigraphiques qui regroupent les sédiments déposés avant, pendant et après cette extinction présentent des discontinuités claires. Ces discontinuités se traduisent par des variations abruptes dans la composition, la texture
et la teneur en fossiles des couches. Par exemple, dans les bassins sédimentaires européens, nord-américains et asiatiques, on observe un hiatus apparent correspondant à une interruption dans la sédimentation ou une forte érosion, signalant un changement environnemental majeur. L'un des aspects les plus révélateurs des archives stratigraphiques est la chute brutale de la diversité fossile, à la limite entre le Trias supérieur et le Jurassique inférieur. Dans les successions marines, les fossiles d'ammonites, coraux, conodontes et brachiopodes subissent une disparition systématique. Ces taux d'extinction, enregistrés en stratotype, c'est-à-dire dans des sites de référence géologiques mondiaux, permettent de corréler globalement l'événement. Par exemple, la carrière de Kujoch dans les Alpes tyroliennes d'Autriche est un site clé où la stratigraphie fine met en lumière ces transitions abruptes. La stratification des roches montre aussi des variations chimiques majeures. L'analyse des isotopes du carbone, du soufre et des traceurs métalliques révèle plusieurs exclusions isotopiques à cette limite. Ces anomalies isotopiques traduisent des perturbations majeures du cycle du carbone et indiquent des changements dans la productivité océanique et des épisodes d'anoxie, c'est-à-dire des baisses sévères du taux d'oxygène dissous dans les eaux marines. Les anomalies en éléments tels que le nickel, le chrome ou l'iridium sont également documentées dans certaines séquences, éléments souvent associés à des événements volcaniques massifs ou à des impacts extraterrestres. La concentration accrue de ces métaux peut être rapprochée de l'activité des trappes du centre Atlantique, gigantesques provinces magmatiques qui ont émis d'énormes volumes de lave et de gaz, altérant profondément l'atmosphère et les océans. Par ailleurs, les sédiments montrent la présence de dépôts noirs riches en matière organique, appelés black shales, souvent liés à des épisodes d'anoxie océanique. Ceux-ci traduisent des périodes où l'oxygène était très faible, voire absent, dans les eaux profondes, entraînant la mort massive de nombreuses espèces marines. Ces couches sont souvent fines, mais très révélatrices, et ont été documentées dans plusieurs bassins, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Les contrastes entre différentes régions géographiques dans ces enregistrements stratigraphiques illustrent aussi la diversité des impacts et la complexité de la crise. Certaines zones témoignent d'une forte érosion continentale et d'un dépôt accru de sédiments fins, conséquence des changements climatiques et hydrologiques. D'autres présentent des hiatus plus courts ou plus longs, démontrant que la crise s'est manifestée avec des intensités différentes selon les environnements. Au-delà des roches sédimentaires, les traces de l'extinction se retrouvent aussi dans les formations volcaniques contemporaines, constituées principalement des épanchements basaltiques des trappes du centre Atlantique. Leur datation radiométrique à l'Argon-Argon vient précisément coïncider avec la limite Trias-Jurassique et le moment de la crise biologique. Ceci établit un lien temporel direct entre un mécanisme volcanique et les perturbations stratigraphiques observées. Les preuves paléomagnétiques issues de ces couches confirment des réorganisations importantes du champ magnétique terrestre, un autre indice de bouleversement géodynamique au cours de cette période. Ces perturbations pourraient avoir contribué, de manière indirecte, à une modification des conditions de vie sur Terre. Enfin, l'étude des microfossiles, tels que les conodontes, petites dents de vertébrés marins primitifs, est particulièrement précieuse car ces organismes évoluent rapidement et sont très sensibles aux changements environnementaux. Leur succession stratigraphique montre un effondrement notable à la frontière Trias-Jurassique, renforçant ainsi l'interprétation d'une extinction rapide et généralisée. En synthèse, les preuves géologiques et stratigraphiques de l'extinction du Trias-Jurassique reposent sur une convergence d'observations multidisciplinaires, discontinuité sédimentaire, variations isotopiques,
changements dans la composition de la biodiversité fossile, traces d'anoxie et de forte activité volcanique. Ces indices combinés tracent le portrait d'un événement profond et global, dont l'étude continue aujourd'hui d'éclairer de manière plus fine les mécanismes naturels qui ont transformé la vie sur Terre. La suite de notre parcours nous conduira à analyser plus en détail quels groupes biologiques furent touchés et à quel point cette extinction modela la trajectoire évolutive du vivant. L'extinction du Trias jurassique, bien que moins célèbre que d'autres grandes crises biologiques, a eu des conséquences profondes et étendues sur un large éventail de groupes biologiques, tant marins que terrestres, influençant la structure des écosystèmes et redéfinissant la biodiversité mondiale. Dans cette partie, il convient de dresser un panorama détaillé des espèces et groupes touchés, ainsi que des modifications majeures qu'a occasionné cette extinction dans les sphères vivantes terrestres et marines, incluant la flore. Commençons par les espèces marines, en particulier les invertébrés, dont l'extinction fut souvent brutale et marquante. Parmi les principaux groupes impactés, les ammonites, ces céphalopodes à coquilles en spirale qui jouaient un rôle clé dans les réseaux trophiques marins, connurent une dévastation sévère à cette époque. Plusieurs lignées s'éteignirent ou disparurent complètement, provoquant un vide écologique important. Toutefois, la crise ne fut pas uniforme. Certaines familles résistèrent mieux, ouvrant ainsi une trajectoire d'évolution qui permit la radiation au Jurassique. Les coraux, essentiels à la construction des récifs, subirent aussi un déclin majeur. Les récifs triassiques, à base de coraux rugueux et stromatoporoïdes, déclinaient fortement, voire disparaissaient dans de nombreuses régions, ce qui eut un impact direct sur la biodiversité marine, car les récifs constituent des habitats complexes et riches. Ce déclin fragilisa les communautés marines, surtout dans les environnements tropicaux. Chez les brachiopodes, bien que déjà affaiblis depuis plusieurs millions d'années, cette extinction provoqua une réduction supplémentaire des espèces. Ces organismes, souvent dominant les fonds marins peu profonds depuis des temps très anciens, perdirent leur place au profit notamment des bivalves, qui commencèrent à diversifier leur présence au fil du temps. Les conodontes, ces microfossiles constituant les restes de vertébrés primitifs, disparaissent à la limite Trias-Jurassique, ce qui marque un arrêt dans leur évolution, confirmant une extinction importante sur le plan trophique. Passons aux vertébrés marins. Les reptiles marins tels que les notosaures, placodontes et une partie des ichthyosaures virent également leur diversité et abondance diminuer drastiquement. Cette perte modifia la composition des faunes marines, avec la disparition ou la régression de certains groupes et la montée en puissance d'autres, ouvrant notamment la voie à la diversification ultérieure des plésiosaures au Jurassique. Côté vie terrestre, les perturbations biologiques furent tout aussi significatives. Parmi les groupes les plus affectés, les reptiles archosauriens connaissent une transformation profonde avec plusieurs lignées disparues, ouvrant l'écosystème à la radiation de certains dinosaures qui allaient émerger comme les formes dominantes. Certaines familles de grands reptiles terrestres s'éteignent, modifiant les chaînes alimentaires et les dynamiques écologiques. Les synapsides, ancêtres des mammifères, bien que globalement moins diversifiés, virent aussi certaines de leurs branches disparaître. Parallèlement, les amphibiens et certains groupes d'insectes subirent des déclins locaux, probablement liés au changement climatique et à la modification des habitats terrestres. La flore, souvent moins discutée dans le contexte des extinctions massives, joua un rôle crucial dans cette période. À la fin du Trias, la végétation était dominée par des gymnospermes tels que les conifères et les cicadales, adaptés aux conditions plus sèches et variables du climat. Toutefois, des perturbations environnementales intenses, comme les émissions massives de gaz volcaniques,
auraient pu engendrer des épisodes d'acidification atmosphérique, menant à des crises chez certaines espèces végétales. Les prairies et forêts archaïques se virent fragmentées, modifiant la disponibilité des ressources pour les herbivores terrestres. Le réarrangement des communautés végétales provoqua un effet en cascade sur toute la chaîne alimentaire, impactant non seulement les grands herbivores, mais également les insectes pollinisateurs et d'autres interactions biologiques complexes. Un dernier élément notable concerne les micro-organismes, qui jouent un rôle fondamental dans les cycles biogéochimiques. Les perturbations à la frontière, Trias jurassique, notamment les épisodes d'anoxie océanique, affectèrent fortement les foraminifères planctoniques et benthiques, essentiels à la constitution de la base alimentaire marine. Ces crises chez les micro-organismes ont eu des répercussions sur la productivité océanique globale, ce qui se traduisit par une crise écologique majeure. En résumé, l'extinction du Trias jurassique fut un événement global de grande ampleur, touchant plusieurs groupes biologiques majeurs. Son impact s'observe à la fois dans la réduction drastique de la biodiversité marine et terrestre, la disparition partielle ou totale de groupes clés, la modification profonde des écosystèmes et la reconfiguration des communautés sur lesquelles s'appuya la vie au Jurassique. Cette extinction prépara ainsi le terrain à un renouvellement complet de la faune et de la flore, notamment par la radiation spectaculaire des dinosaures et la diversification des écosystèmes marins. Ce portrait des groupes impactés constitue une base essentielle pour comprendre la dynamique évolutive post-extinction, ainsi que les mécanismes sous-jacents à cette crise, qui seront explorés dans les prochaines sections. Dans la vaste fresque évolutive de l'extinction du Trias jurassique, un groupe en particulier attire une attention toute particulière: les reptiles archosauriens. Ce groupe, qui englobe une diversité remarquable de formes, depuis les ancêtres des crocodiliens jusqu'aux dinosaures et aux ptérosaures, fut à la fois victime des bouleversements de la fin du Trias et acteur majeur de la dynamique évolutive du Jurassique qui suivit. Éclairer le destin contrasté de ces reptiles, victimes et survivants, est essentiel pour comprendre comment la crise sculpta les lignées qui allaient dominer l'ère suivante. Au Trias supérieur, les archosauriens étaient déjà très diversifiés. Ils occupaient une grande variété de niches écologiques. Certains étaient de puissants prédateurs terrestres. D'autres s'étaient adaptés à la vie aquatique ou même arborée. Cette diversité traduisait un rayonnement évolutif considérable, qui aurait pu annoncer un futur florissant. Mais c'est précisément cette période qui vit l'arrivée de la crise, qui bouleversa profondément l'équilibre établi. Durant la phase d'extinction à la limite Trias-Jurassique, plusieurs familles d'archosauriens disparaissent. Parmi ces pertes figurent des groupes remarquables tels que les phytosaures, des reptiles semi-aquatiques ressemblant à des crocodiles primitifs, ainsi que certains grands rowisuchiens, carnivores imposants qui régnaient sur les écosystèmes terrestres. Leur extinction laisse un vide écologique majeur dans les rôles de prédateurs sommets. En revanche, d'autres lignées survécurent à la crise et connurent au contraire un essor spectaculaire au Jurassique. Les dinosaures en particulier démontrent une remarquable résilience. Si leur origine remonte au Trias inférieur, leur diversification fut nettement favorisée après la crise d'extinction, probablement grâce aux niches écologiques libérées par la disparition d'autres prédateurs et herbivores. Ce phénomène d'opportunité écologique permit aux dinosaures de se développer rapidement en taille, en forme et en mode de vie, donnant naissance à une extraordinaire diversité, des théropodes carnivores aux sauropodes géants herbivores. Par ailleurs, les ptérosaures, déjà présents, profitèrent aussi de cette ouverture évolutive pour occuper les cieux, se diversifiant énormément en forme et en stratégie. Les crocodiliens archosauriens modernes
bien que dérivés de lignées triassiques, semblent avoir traversé la crise avec plus de prudence, avec des formes plus restreintes et moins dominantes dans l'immédiat post-extinction. Ils allaient cependant s'épanouir plus tard, bénéficiant des conditions écologiques changeantes. Le destin contrasté des archosauriens révèle ainsi que la crise du Trias jurassique n'a pas simplement éliminé des formes anciennes, mais a aussi agi comme un moteur puissant de remaniement évolutif. Ce tri parmi les lignées permit l'émergence de nouveaux groupes mieux adaptés aux conditions changeantes, marquant un renouveau qui allait façonner le Mésozoïque. En outre, cette extinction fut un exemple précoce où une crise écologique favorisa la montée en puissance d'un groupe dominant, en l'occurrence les dinosaures, approfondissant ainsi la compréhension des dynamiques évolutives liées aux bouleversements biologiques. Enfin, il est important de considérer que les survivants archosauriens ne furent pas uniquement des acteurs passifs. Leur diversité fonctionnelle et écologique, leur capacité à s'adapter rapidement au milieu post-crise et l'évolution de certaines caractéristiques morphologiques et physiologiques témoignent d'une préparation progressive à la nouvelle ère qui s'ouvrait. Cette étape constitue un pont entre un monde qui s'effondre et un autre qui s'élève, faisant des archosauriens les témoins vivants d'une période de transition cruciale, faite de pertes, mais aussi de potentialités nouvelles. Dans la section suivante, nous approfondirons les pertes de biodiversité à l'échelle globale et comparerons cette extinction à d'autres événements majeurs afin de mieux saisir sa place dans l'histoire de la vie. L'extinction du Trias jurassique, bien qu'encore trop méconnue et souvent occultée par les événements plus spectaculaires du Permien ou du Crétacé, représente pourtant un moment clé dans l'histoire de la vie sur Terre par son intensité et ses conséquences durables. Pour mieux appréhender sa portée, il est essentiel d'en quantifier les pertes de biodiversité et de les comparer avec celles d'autres extinctions majeures qui jalonnent la planète, afin d'en mesurer l'ampleur relative et la spécificité. La quantification des pertes implique d'abord une analyse des taux d'extinction entre les divers groupes biologiques, aussi bien marins que terrestres. Les estimations récentes, combinant données fossiles et méthodologies statistiques avancées, comme le modélisme des taxons, indiquent que cette extinction a entraîné la disparition de près de 50 à 80% des espèces dans certains groupes clés, notamment chez les ammonites, les coraux et divers invertébrés marins. Chez les vertébrés marins, la perte est tout aussi significative, touchant particulièrement les reptiles marins, avec une réduction substantielle de la diversité, ainsi qu'une élimination de certains clades complets. En milieu terrestre, certaines lignées d'archosauriens disparurent, tandis que d'autres furent profondément remaniées. Cette extinction affecta aussi la flore, dans une moindre mesure, avec la régression temporaire de certains types de gymnospermes et de fougères. Comparativement aux autres grandes extinctions, la crise du Trias jurassique se situe dans le peloton de tête en termes d'intensité. Si l'on prend comme référence la grande extinction du Permien-Trias, il y a environ 252 millions d'années, souvent considérée comme la plus sévère, avec environ 90% des espèces marines et une très grande partie de la biodiversité terrestre anéantie, le Trias jurassique présente un tableau moins catastrophique, mais néanmoins impressionnant. L'extinction du Crétacé-Paléogène, célèbre pour avoir provoqué la disparition des dinosaures non aviaires, il y a environ 66 millions d'années, est comparable à celle du Trias jurassique dans l'ordre de grandeur des pertes, avec environ 75% des espèces concernées notamment en milieu marin. Ces événements partagent d'ailleurs certaines similarités dans leurs mécanismes et conséquences, même si chaque crise a ses particularités. Un aspect important à souligner est la spécificité des groupes touchés à l'extinction du Trias jurassique, car elle a impacté de manière sélective certains écogroupes. Les ammonites et coraux marins disparus
furent remplacés par certains groupes émergents du Jurassique. Il en va de même pour la dynamique des reptiles terrestres avec l'élimination des prédateurs dominants de la fin du Trias et l'ascension fulgurante des dinosaures. Cette extinction fut donc à la fois une crise de disparition massive et un moteur de renouvellement biologique. Son intensité, bien qu'elle n'excède pas celle de l'extinction permienne, fut assez sévère pour restructurer profondément la biosphère et ouvrir la voie à une nouvelle ère évolutive. Par ailleurs, l'analyse des taux d'extinction et de survie dans différents environnements révèle une variabilité spatiale significative, soulignant que la crise ne fut pas uniformément répartie, mais marquée par des phases différenciées de déclin et récupération selon les régions et habitats. Les méthodes modernes, combinant paléontologie quantitative, génétique moléculaire et modélisation des écosystèmes, continuent d'affiner ces estimations, soulignant l'importance d'une approche intégrée pour comprendre les pertes de biodiversité dans le passé profond. En résumé, l'extinction du Trias jurassique, avec ses pertes massives touchant au moins la moitié des espèces marines et de nombreux groupes terrestres, s'inscrit clairement dans la catégorie des extinctions majeures. Elle joue un rôle central dans le façonnement des écosystèmes mésozoïques et dans le développement de la biodiversité moderne. La comparaison avec d'autres crises majeures éclaire ainsi la singularité de cet événement, à la fois par son ampleur et par ses conséquences évolutives, offrant une perspective précieuse pour l'étude des mécanismes de résilience et de récupération à l'échelle globale. L'un des aspects essentiels pour comprendre le rôle moteur du volcanisme dans l'extinction du Trias jurassique réside dans l'étude des trappes centra-atlantiques, vaste province magmatique composée de gigantesques coulées de basalte émises il y a environ 201 millions d'années. Cette activité volcanique représente aujourd'hui l'un des candidats principaux à l'origine des perturbations environnementales massives ayant conduit à la crise d'extinction. Les trappes sont caractérisées par des épanchements de lave exceptionnels de par leur superficie, qui s'étendent sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés, couvrant ce qui est aujourd'hui réparti entre l'Afrique de l'Ouest, l'Europe du Sud-Ouest, le bas de la péninsule ibérique, la côte est de l'Amérique du Nord et des portions des Caraïbes. Ces immenses coulées de basalte témoignent d'un épisode de volcanisme effusif intense, s'étalant probablement sur plusieurs centaines de milliers d'années, coïncidant précisément avec la limite Trias-Jurassique. Ce volcanisme des trappes est comparable à celui des trappes sibériens à la fin du Permien et est associé à la remontée de panaches mantéliques massifs, provoquant la fragmentation de la Pangée, ou plutôt le début du démantèlement de ce supercontinent. L'ampleur des émissions volcaniques a entraîné la libération massive de gaz volcaniques dans l'atmosphère, notamment du dioxyde de carbone et du dioxyde de soufre. L'injection massive de ces gaz en atmosphère a eu plusieurs conséquences majeures. D'une part, l'augmentation brutale des gaz à effet de serre a conduit à un réchauffement climatique intense, avec des températures mondiales en hausse rapide, ce qui déstabilisa profondément les écosystèmes terrestres et marins. D'autre part, l'émission de dioxyde de soufre a pu engendrer des pluies acides et un refroidissement à court terme, justifié par la formation d'aérosols soufrés, perturbant le cycle hydrologique et les sols. Par ailleurs, ce volcanisme massif a aussi favorisé l'anoxie océanique, phase où les océans se sont appauvris en oxygène, entraînant la mort massive d'espèces marines. La production de métaux lourds et autres substances toxiques, libérées par l'activité volcanique, s'est incorporée dans les sédiments, créant des environnements marins difficilement habitables. Les corrélations temporelles entre l'âge des coulées basaltiques des trappes centra-atlantiques et la chronologie de l'extinction posent un argument de poids
en faveur du volcanisme comme catalyseur principal de la crise. En effet, la datation par la méthode argon-argon a permis une précision suffisante pour coïncider ces deux événements. Néanmoins, comme dans toute grande crise biologique, le volcanisme ne peut être considéré isolément. La complexité des mécanismes en jeu implique une synergie avec d'autres facteurs, jointure qui sera explorée plus tard, notamment avec les phénomènes d'anoxie océanique, le dégazage de méthane et potentiellement les impacts extraterrestres. Enfin, il est crucial de noter que l'étude des trappes centra-atlantiques ne se limite pas à la géochimie des coulées, mais s'appuie aussi sur les archives sédimentaires et fossiles, enregistrant l'impact écologique concomitant. C'est dans ces couches que se traduisent les conséquences des gaz volcaniques, des perturbations climatiques, des changements océanographiques et finalement, la chute des biodiversités marines et terrestres. Ainsi, le volcanisme des trappes centra-atlantiques représente une pièce maîtresse dans le puzzle de l'extinction du Trias jurassique, offrant un cadre temporel et un mécanisme progressivement validé pour expliquer les bouleversements majeurs du système terrestre à cette époque. Cette compréhension pose les fondations nécessaires pour étudier, dans la suite, les autres mécanismes environnementaux associés et leur interaction complexe dans le processus d'extinction. L'extinction du Trias jurassique ne peut être pleinement comprise sans analyser les phénomènes d'anoxie océanique, c'est-à-dire ces périodes durant lesquelles les océans subissent une pénurie, voire une disparition presque totale d'oxygène dissous. Ces phases d'anoxie constituent non seulement des indicateurs stratigraphiques fondamentaux, mais aussi des mécanismes cruciaux expliquant l'effondrement de la biodiversité marine, à la limite Trias jurassique. L'océan, par nature, est un vaste système dynamique où l'oxygène dissous se maintient grâce à plusieurs processus. La circulation océanique qui assure le renouvellement des masses d'eau, la photosynthèse des phytoplanctons en surface et la respiration biologique qui consomme cet oxygène. Lorsqu'un déséquilibre survient, par exemple par un ralentissement de la circulation ou une augmentation de la demande biologique en oxygène, des zones peuvent devenir anoxiques, c'est-à-dire dépourvues d'oxygène vital. Au niveau de la limite Trias-Jurassique, les archives géologiques révèlent plusieurs indices d'anoxie océanique généralisée. Les sédiments pris dans différentes régions du globe contiennent des dépôts organiques très riches, appelés black shales, à cause de leur couleur noire et de leur teneur élevée en matière organique non décomposée. Ces dépôts sont caractéristiques de conditions où l'oxygène est tellement déficient que la matière organique n'est pas oxydée, mais préservée dans les sédiments. Ces black shales forment une sorte de témoignage chimique et matériel de l'absence d'oxygène. Par ailleurs, la composition chimique des sédiments met en évidence des anomalies dans les concentrations d'isotopes de soufre et de certains métaux traces comme le manganèse et le fer, typiques des environnements anoxiques ou euxiniques. Absence totale d'oxygène avec la présence de sulfure d'hydrogène. Ces signatures géochimiques sont corrélées stratigraphiquement avec la crise d'extinction, renforçant l'argument d'une perturbation sévère et globale de l'oxygénation océanique. Les conséquences biologiques de ces phénomènes d'anoxie furent dévastatrices. Le manque d'oxygène empêche la survie de la majorité des organismes marins, en particulier ceux qui peuplent les eaux profondes et les fonds marins, comme les brachiopodes, les trilobites tardifs, les échinodermes et de nombreux invertébrés benthiques. On observe également une forte décimation des poissons et reptiles marins, qui dépendaient des écosystèmes plus profonds. Les zones anoxiques agissaient comme des zones mortes, où la vie était impossible ou sévèrement limitée, provoquant un effondrement en chaîne des chaînes alimentaires. Cette fragmentation des habitats marins obligea de nombreuses espèces à migrer vers les eaux plus oxygénées en surface ou vers les côtes,
où les conditions restaient un peu plus favorables. Cette pression écologique contribua à accroître la compétition et la sélection naturelle, renforçant le bouleversement biologique global. Des études paléontologiques ont montré que les ammonites, dont la diversité était élevée pendant le Trias, ont subi une perte massive, coïncidant avec ces périodes d'anoxie, certaines lignées disparaissant complètement. Leur déclin impacta directement la structure trophique, car ces céphalopodes étaient des prédateurs et proies importants. Il est aussi important de considérer que l'anoxie océanique fut vraisemblablement exacerbée par l'intensification du volcanisme des trappes centra-atlantiques. Les gaz volcaniques ont pu modifier les cycles biogéochimiques en augmentant la charge en nutriments dans les océans, provoquant des épisodes d'eutrophisation, une surabondance de matière organique qui, en se décomposant, consomme l'oxygène, renforçant la hypoxie et l'anoxie. Ainsi, l'anoxie océanique constitue une preuve tangible et une composante déterminante du mécanisme d'extinction du Trias jurassique. Son étude permet de comprendre comment les modifications physico-chimiques des océans ont entraîné des bouleversements massifs dans la vie marine, conduisant à des pertes de biodiversité majeures et perturbant les écosystèmes marins pour une période prolongée. Dans ce contexte, l'anoxie apparaît non seulement comme un symptôme des grands déséquilibres globaux induits par le volcanisme et d'autres phénomènes, mais aussi comme un agent actif dans la réduction de la biodiversité, facilitant ainsi l'émergence de nouvelles lignées dans les périodes post-crise. Cette compréhension ouvre la voie à l'étude des autres mécanismes, tels que les impacts extraterrestres et le dégazage de méthane, ainsi que leurs interactions à l'intérieur de ce système complexe que fut la crise du Trias jurassique. L'hypothèse d'impact extraterrestre comme facteur déclenchant ou amplificateur de crises biologiques majeures a suscité un grand intérêt au fil des décennies, particulièrement depuis la découverte du cratère de Chicxulub, lié à l'extinction du Crétacé paléogène. Dans le cadre de l'extinction du Trias jurassique, la question s'est également posée. Un ou plusieurs impacts météoritiques auraient-ils pu contribuer au bouleversement planétaire de cette période? Les recherches concernant cette hypothèse ont commencé à gagner en vigueur dans les années 1980-1990, avec la découverte de certains indices géochimiques et géomorphologiques susceptibles de témoigner d'une collision extraterrestre. Des concentrations anormales d'iridium, un métal rare sur Terre mais plus abondant dans les météorites, ont été détectées dans quelques couches sédimentaires datées de la limite Trias-Jurassique, semblables à celles observées au Crétacé. De plus, des formations en quartz choqué, caractéristiques d'impacts hypercinétiques, ont été recherchées dans les strates de cette époque, mais les preuves directes restent fragmentaires et souvent controversées. Quelques sites d'impact ont été proposés, comme le cratère Manicouagan au Canada ou certains cratères en Europe, mais leur datation précise ne correspond pas toujours parfaitement à la limite Trias-Jurassique. Par ailleurs, le cratère Rochechouart, en France, bien que souvent cité en relation avec cette période, est lui-même sujet à débat quant à son âge exact, certains calculent le ramenant à un âge légèrement antérieur. La validité des preuves s'est donc heurtée à plusieurs limites. La raréfaction des signaux incontestables d'impact, la difficulté à dater précisément les sites sédimentaires concernés, ainsi que l'absence de consensus sur l'ampleur et l'influence réelle de tels événements dans le déclenchement de la crise biologique. Certains chercheurs avancent que même si un ou plusieurs impacts ont eu lieu aux alentours de la période du Trias jurassique, ils constituent davantage un facteur aggravant ponctuel et localisé, plutôt qu'une cause principale. En effet, les meilleures corrélations temporelles et stratigraphiques relient cette crise avant tout à un volcanisme massif et prolongé, notamment celui des trappes centra-atlantiques, et à des phénomènes océanographiques tels que l'anoxie marine.
Un autre angle d'approche souligne que les impacts, en libérant d'énormes quantités d'énergie, pourraient avoir contribué à perturber temporairement la circulation océanique et atmosphérique, intensifiant ainsi les conditions environnementales, déjà déstabilisées par le volcanisme et les anomalies chimiques des océans. Pour autant, la recherche de preuves plus solides continue, notamment grâce aux techniques modernes de datation géochimique, la détection isotopique fine, ainsi qu'aux campagnes de terrain visant à identifier de nouveaux cratères ou anomalies sédimentaires. Ces avancées pourraient en permettre de mieux distinguer les causes des impacts et leurs rôles respectifs dans le contexte de l'extinction. En somme, bien que l'hypothèse d'impacts extraterrestres demeure plausible, elle reste à ce jour moins étayée et moins largement acceptée comme facteur principal que le volcanisme et l'anoxie océanique. La crise du Trias jurassique illustre donc parfaitement la complexité des mécanismes en jeu lors des grandes extinctions, souvent multifactorielles et imbriquées. La suite de notre analyse nous amènera à explorer une autre hypothèse intéressante et complémentaire. Le dégazage de méthane, ses sources, ses implications dans le réchauffement climatique et ses signatures dans les archives géologiques. Le dégazage de méthane figure parmi les hypothèses avancées pour expliquer en partie l'ampleur et la rapidité des perturbations climatiques associées à l'extinction du Trias jurassique. Ce phénomène désigne la libération massive de méthane dans l'atmosphère, un gaz à effet de serre particulièrement puissant, susceptible d'accélérer le réchauffement climatique et d'engendrer une cascade de déséquilibres écologiques. Le méthane est un gaz naturel qui peut être stocké dans les fonds marins sous forme d'hydrate de méthane, aussi appelé clatrate, combiné avec de l'eau, dans des conditions de pression et de température spécifiques. Sous l'effet de l'augmentation des températures océaniques et des modifications de la chimie marine, ces hydrates peuvent se déstabiliser, libérant ainsi d'importantes quantités de méthane dans la colonne d'eau puis dans l'atmosphère. Dans le contexte du Trias jurassique, les changements climatiques violents induits par le volcanisme massif des trappes centra-atlantiques auraient pu provoquer un réchauffement océanique suffisant pour déclencher un dégazage important de méthane piégé dans les sédiments marins. Ce processus aurait amplifié l'effet de serre, exacerbant la hausse des températures globales et contribuant à un cercle vicieux difficile à contrer. Les preuves directes de ce dégazage massif de méthane reposent principalement sur l'analyse des isotopes du carbone dans les roches sédimentaires. En effet, le carbone issu du méthane a une signature isotopique spécifique, caractérisée par un appauvrissement en carbone 13, 13C, par rapport au carbone 12, 12C. Ainsi, une chute notable du rapport isotopique 13C, 12C, dans les strates géologiques correspondant à la limite Trias-Jurassique, est interprétée comme le marqueur d'une injection rapide de carbone léger dans le système Terre. Ces anomalies isotopiques ont été mises en évidence dans des sédiments déposés dans de nombreuses régions du globe, témoignant d'un phénomène à l'échelle planétaire. Cette signature isotopique s'accorde avec l'hypothèse d'un dégazage massif de méthane, vraisemblablement libéré à la suite du volcanisme, des perturbations océaniques et de la déstabilisation des hydrates. D'autres indices sont apportés par la composition géochimique des sédiments, notamment les variations de certains éléments traces et des marqueurs biologiques qui témoignent d'une modification rapide des conditions océanographiques et atmosphériques. Cette séquence conduit à un scénario où l'augmentation initiale du dioxyde de carbone liée au volcanisme a agi comme un déclencheur, réchauffant les océans et libérant à son tour des quantités massives de méthane, accentuant dramatiquement le réchauffement et provoquant une crise écologique majeure. Ce double effet
pourrait expliquer non seulement l'ampleur du stress environnemental, mais aussi la rapidité de la crise et l'étendue de la perturbation dans les cycles biologiques et chimiques. Cependant, malgré ces avancées, la compréhension du rôle exact du dégazage de méthane rencontre certaines limites. La localisation précise des réservoirs d'hydrate de méthane à l'époque du Trias jurassique est difficile à déterminer avec certitude. La dynamique des océans et l'impact exact de ces dégazages restent sujets à débat. De plus, séparer l'influence du méthane de celle d'autres facteurs globaux comme le volcanisme ou les changements océaniques exige une expertise pluridisciplinaire et des données complémentaires. Ces questions conduisent à envisager le dégazage de méthane non pas comme un phénomène isolé, mais comme un élément d'un ensemble complexe d'interactions entre volcanisme, climat, océanographie et biosphère. Ce contexte multifactoriel induit des rétroactions climatiques puissantes, créant un réseau d'impact en cascade. L'étude approfondie de ces signaux isotopiques liés au carbone à la frontière Trias-Jurassique continue d'alimenter les recherches actuelles, offrant un outil précieux pour reconstruire la succession des événements et mieux comprendre la dynamique des grandes crises de la biosphère. Ainsi, le dégazage de méthane illustre parfaitement la complexité des mécanismes environnementaux à l'œuvre au cours de cette extinction majeure et ouvre la voie à l'analyse des effets combinés des différents facteurs, qu'ils soient volcaniques, océaniques ou extraterrestres, que nous explorerons dans la section suivante. Le passage du Trias au Jurassique, ponctué par une extinction massive, ne résulte pas d'un facteur unique, mais plutôt d'une conjonction complexe de mécanismes environnementaux qui se sont renforcés mutuellement, provoquant ce que l'on appelle des effets synergiques. Cette synergie d'impact, combinée à des rétroactions climatiques en cascade, a non seulement précipité la perte de biodiversité, mais aussi modelé la trajectoire évolutive de la biosphère pour des millions d'années à venir. Au cœur de ce scénario, le volcanisme majeur des trappes centra-atlantiques a joué le rôle de déclencheur principal. Les émissions massives de dioxyde de carbone, CO2, de dioxyde de soufre, SO2, et de gaz toxiques ont été à l'origine d'un bouleversement climatique global. Le CO2 a entraîné un effet de serre puissant, conduisant à un réchauffement planétaire intense, tandis que le SO2 a provoqué à court terme des refroidissements locaux par la formation d'aérosols sulfureux, créant des perturbations climatiques contrastées sur des échelles courtes et longues. Ce réchauffement progressif des océans a favorisé la déstabilisation des hydrates de méthane présents dans les fonds marins. Le dégazage massif du méthane, un gaz à effet de serre 2 à 3 fois plus puissant que le CO2 à court terme, a amplifié le réchauffement climatique, engendrant un cercle vicieux. Cette libération a contribué au bouleversement des cycles du carbone, observable au travers des anomalies isotopiques dans les roches sédimentaires. Parallèlement, ces changements thermiques et chimiques environnants ont déclenché un phénomène d'anoxie océanique à large échelle. Le déficit d'oxygène dissous dans les eaux marines a provoqué la mort massive des espèces benthiques et planctoniques, essentielles à la chaîne alimentaire. Cette situation a accentué la déstructuration des écosystèmes marins, affectant profondément la biodiversité, notamment dans les mers peu profondes. Une autre dimension de la crise réside dans les possibles impacts extraterrestres qui, bien que moins certains, auraient pu accentuer les perturbations. Ces événements ont potentiellement induit des effets ponctuels de choc écologique, aggravant l'instabilité déjà présente. L'enchevêtrement de ces mécanismes a engendré des rétroactions climatiques complexes. Le réchauffement a modifié les cycles hydrologiques, provoquant des phénomènes extrêmes tels que des sécheresses prolongées sur les continents et des tempêtes intenses. Ces conditions ont affecté la végétation, modifiant la composition des forêts et la dynamique des sols, ce qui, à son tour,
a impacté la faune terrestre par la modification des ressources alimentaires et des habitats. De telles rétroactions ont également influencé le cycle du carbone à l'échelle globale, avec une réduction de la séquestration naturelle du CO2 par la végétation et les océans, exacerbant encore l'effet de serre. La combinaison du volcanisme, du dégazage de méthane, de l'anoxie océanique et des possibles impacts a ainsi créé un cocktail toxique, entraînant non seulement une crise biologique massive, mais aussi une longue période d'instabilité écologique. Cette compréhension des effets combinés met en lumière l'importance d'aborder ces grandes extinctions non comme des événements unifactoriels, mais comme des processus dynamiques multicausaux, dans lesquels chaque mécanisme amplifie ou modifie les effets des autres. Ainsi, ces synergies expliquent la durée étendue de la crise, ses multiples phases, et son impact différencié selon les environnements et les groupes biologiques. Dans les sections suivantes, nous approfondirons l'analyse des corrélations entre ces crises climatiques et les extinctions observées, en nous appuyant sur des archives isotopiques et sédimentaires. Nous verrons également comment ces signatures chimiques témoignent des bouleversements qui ont façonné la biosphère au seuil du Jurassique. La compréhension des corrélations entre crise climatique et extinction du Trias jurassique repose en grande partie sur l'interprétation rigoureuse des archives isotopiques et sédimentaires, véritables témoins des modifications profondes survenues dans l'environnement terrestre et océanique de cette période. Ces archives permettent de reconstruire les variations climatiques, la chimie des océans, l'atmosphère et l'impact sur les écosystèmes, offrant une fenêtre unique sur les mécanismes à l'origine de la crise. L'un des outils les plus précieux pour ces analyses est l'étude des isotopes stables du carbone, notamment du rapport entre carbone 13, 13C, et carbone 12, 12C. Lors de la limite Trias-Jurassique, plusieurs séries géochimiques montrent une forte excursion négative dans le rapport Jiang-13C, Yang-12C, indiquant un apport massif en carbone léger dans l'océan-atmosphère. Ce signal est interprété comme le résultat combiné d'un dégazage volcanique massif, d'une probable libération de méthane océanique et d'un effondrement de la productivité biologique. Cette perturbation dans le cycle du carbone est un indicateur direct d'une crise climatique sérieuse, avec un réchauffement global et des modifications des flux carbonés. À côté des isotopes du carbone, d'autres isotopes tels que ceux du soufre montrent également des variations synchrones, reflétant des réactions dans le cycle du soufre et les conditions redox des environnements marins. Ces signatures isotopiques indiquent des épisodes d'anoxie océanique prolongée, correspondant aux black shales, riches en matière organique retrouvées dans les sédiments de cette époque. Les archives sédimentaires jouent également un rôle fondamental. La présence de ces dépôts noirs, souvent riches en matière organique et en certains métaux, constitue un témoignage tangible de conditions océaniques fortement dégradées, avec une réduction sévère de la teneur en oxygène dissous dans les eaux. Ces couches sédimentaires sont souvent associées à des hiatus ou interruptions dans la sédimentation, traduisant d'importants changements environnementaux, tels que des variations du niveau marin, des épisodes d'érosion accrue ou des changements dans le régime des précipitations. En parallèle, l'étude des sédiments continentaux révèle des indices sur le climat terrestre. Des formations indiquent, par exemple, des épisodes de sécheresse extrême, alternant avec des périodes de forte pluviométrie et d'érosion qui correspondent aux oscillations climatiques attendues face aux perturbations atmosphériques. Ces modifications ont eu un impact profond sur les écosystèmes terrestres, laissant des traces dans la paléoflore et la paléofaune. La corrélation entre ces différents signaux isotopiques et sédimentaires permet d'établir une chronologie précise de la crise, distinguant différentes phases. Un déclenchement initial,
avec des premières perturbations géochimiques, un pic de crise marqué par l'apparition de conditions anoxiques étendues et de fortes anomalies isotopiques, et une phase de récupération progressive où ces paramètres reviennent à des valeurs plus stables. Enfin, les archives isotopiques montrent que cette crise fut globale et simultanée, touchant les différents bassins océaniques et les continents, corroborant ainsi l'idée d'un mécanisme planétaire et non localisé. Cette globalité conforte le rôle central des facteurs climatiques et environnementaux, eux-mêmes sous influence combinée du volcanisme massif, du dégazage de méthane et des perturbations à l'échelle de la biosphère. Ainsi, les corrélations entre crise climatique et extinction, mises en lumière par les archives isotopiques et sédimentaires, soulignent la complexité et l'interconnexion des processus à l'œuvre lors de la limite Trias-Jurassique. Elles permettent aujourd'hui de comprendre que l'extinction ne fut pas un simple accident, mais le point culminant d'une série de déséquilibres climatiques et biogéochimiques profonds, dont les traces se lisent précisément dans la roche. Ces connaissances contemporaines sont cruciales pour poursuivre les investigations sur les signatures géochimiques spécifiques de cette période, ainsi que sur les impacts à long terme sur les écosystèmes, comme nous l'aborderons dans les sections suivantes, approfondissant le lien entre ces archives et les grandes transformations biologiques. Au cœur des études visant à décrypter la nature et les mécanismes de l'extinction du Trias jurassique, les signatures géochimiques constituent des indices fondamentaux. Parmi ces signatures, les isotopes de carbone et de soufre, ainsi que la présence de certains éléments chimiques rares, tels que le nickel et l'iridium, jouent un rôle majeur. Ils permettent de retracer l'évolution des cycles biogéochimiques et de discerner l'influence des différents phénomènes environnementaux ayant conduit à cette crise. Commençons par les isotopes de carbone, qui sont parmi les marqueurs les plus utilisés pour analyser les perturbations globales du cycle du carbone. La mesure des rapports isotopiques entre le carbone 13, 13C, et le carbone 12, 12C, dans les sédiments, révèle une forte excursion négative autour de la limite Trias-Jurassique. Cette chute indique un apport massif et rapide de carbone léger dans les océans et l'atmosphère, ce qui est cohérent avec l'hypothèse d'un dégazage intense de méthane, provenant notamment de la déstabilisation des hydrates de méthane marins ou d'émissions volcaniques massives. Ce déséquilibre isotopique traduit donc une modification brutale des flux de carbone, associée à un bouleversement du climat et des écosystèmes. Les isotopes de soufre, 34S, 32S, fournissent, quant à eux, des informations complémentaires sur les conditions redox des océans. Autour de la période de l'extinction, les valeurs isotopiques montrent des fluctuations qui témoignent d'un épisode d'anoxie océanique prolongée. La signature de l'anoxie est confirmée par la présence accrue de pyrite, FeS2, dans les sédiments, traduisant des conditions dans lesquelles le soufre est réduit et non oxydé, conséquence directe du manque d'oxygène dissous dans les zones marines profondes. S'ajoute à ces indicateurs la concentration anormalement élevée de certains métaux traces, notamment le nickel et l'iridium. Le nickel, présent en grande quantité dans certaines couches basaltiques issues du volcanisme des trappes centra-atlantiques, témoigne d'une activité magmatique intense et prolongée. Les analyses montrent que les apports de nickel dans les sédiments sont concomitants à la limite Trias-Jurassique, renforçant le lien entre volcanisme et extinction. L'iridium est particulièrement remarquable en paléontologie des extinctions, car sa présence dans certaines couches stratigraphiques est souvent associée à l'impact d'astéroïdes ou de comètes. Pour le Trias jurassique, des anomalies signifiantes d'iridium ont été détectées dans certaines régions.
mais leur distribution est moins uniforme et moins élevée que celle du Crétacé-Paléogène. Ces observations laissent entendre que si un impact extraterrestre a joué un rôle, il reste marginal comparé aux autres facteurs, notamment volcaniques. En associant toutes ces preuves géochimiques, un tableau cohérent émerge. Un épisode de volcanisme massif libérant du nickel et du carbone, boosté par un dégazage de méthane aux signatures isotopiques, prouvant un apport important de carbone léger, provoquant un réchauffement climatique et une anoxie océanique généralisée. L'anoxie est attestée par les variations dans les isotopes du soufre et la présence de pyrites abondantes, elles-mêmes symptômes d'un déficit dramatique en oxygène dans les eaux profondes. Ces signatures combinées démontrent donc une perturbation majeure des cycles éléments essentiels à la biosphère, affectant la chimie des océans et de l'atmosphère, alimentant une crise environnementale multifacette, directement responsable de la disparition massive d'espèces marines et terrestres. En somme, l'analyse des isotopes de carbone et de soufre, ainsi que les anomalies dans les concentrations de nickel et d'iridium, fournissent un cadre géochimique précis pour comprendre les interactions complexes entre volcanisme, perturbations chimiques marines, changement climatique et extinction. Ces données s'avèrent essentielles pour la reconstruction des mécanismes de la crise du Trias jurassique et préparent le terrain pour l'étude des effondrements écosystémiques qui ont suivi, ainsi que les pistes de récupération que nous examinerons dans les chapitres suivants. L'extinction du Trias jurassique est à la fois une histoire de disparition massive, mais aussi celle d'un effondrement systémique des écosystèmes planétaires, marquant une rupture profonde dans les chaînes alimentaires terrestres et marines. Pour bien comprendre les conséquences de cette crise, il faut examiner comment ces disparitions ont provoqué des déséquilibres à plusieurs niveaux, affectant les interactions entre espèces et la structure même des communautés vivantes. Les chaînes alimentaires constituent le tissu conjonctif qui maintient la cohésion des écosystèmes. Elles s'articulent autour des producteurs primaires, capables de transformer l'énergie solaire en matière organique, des consommateurs herbivores qui s'en nourrissent, et des consommateurs carnivores qui régulent les populations à des niveaux supérieurs. Lors de la crise du Trias jurassique, ce réseau s'est trouvé brutalement perturbé. Au niveau marin, le déclin spectaculaire des ammonites, coraux et brachiopodes a supprimé des acteurs clés du réseau trophique, à la fois producteurs secondaires et sources de nourriture pour de nombreux prédateurs. La disparition des récifs coralliens, véritables habitats complexes, a fragilisé de vastes zones écologiques, réduisant ainsi la diversité et la résilience des écosystèmes marins. Cette perte a entraîné un effondrement des populations de prédateurs marins, tels que certains reptiles marins, poissons et invertébrés prédateurs, qui dépendaient de ces sources de nourriture. La fragmentation du réseau alimentaire a eu pour effet une chaîne de réactions en cascade, où l'absence de certains maillons a affaibli la stabilité globale des écosystèmes, entraînant une diminution des capacités de régénération et une vulnérabilité accrue aux nouvelles perturbations. Sur les terres, les bouleversements furent tout aussi profonds. La disparition de nombreux grands reptiles archosauriens, prédateurs dominants, ainsi que la régression de groupes d'herbivores, a conduit à un réarrangement des niches écologiques. Cette vacance a offert des opportunités à d'autres groupes, notamment aux dinosaures, qui ont pu s'imposer rapidement dans les écosystèmes terrestres. Toutefois, cette transition ne fut pas instantanée, ni sans conséquences négatives. Les écosystèmes terrestres ont traversé une période d'instabilité, marquée par une réduction de la complexité des réseaux alimentaires, avec une biodiversité moindre et une spécialisation écologique réduite. La fragmentation des habitats et les changements climatiques accentuaient cette fragilité, limitant la capacité d'adaptation des populations. Par ailleurs,
La perturbation de la base de la chaîne alimentaire, notamment la production primaire végétale, a joué un rôle fondamental dans cette crise. Les modifications climatiques abruptes et la sécheresse ont fragmenté les zones forestières, réduisant les ressources alimentaires pour les herbivores et entraînant des déséquilibres dans le transfert d'énergie à travers les écosystèmes. Les déséquilibres résultant dans les réseaux trophiques ont provoqué une instabilité écologique, avec des zones désertées ou marquées par la dominance de quelques espèces opportunistes. Ce phénomène se traduit par une perte d'habitat diversifié et par un affaiblissement de la résilience écologique, augmentant la sensibilité des écosystèmes aux variations environnementales. Cette période d'effondrement ne fut pas uniquement une fin, mais aussi un moment charnière où de nouvelles dynamiques ont émergé. La simplification des chaînes alimentaires a ouvert la voie à une radiation évolutive, en particulier celle des dinosaures qui allaient dominer le Jurassique. Ces trajectoires démontrent comment les crises, par leur impact destructeur, peuvent paradoxalement stimuler des innovations biologiques et des réorganisations écologiques majeures. En conclusion, l'effondrement des écosystèmes durant l'extinction du Trias jurassique souligne l'importance des interactions complexes entre espèces et environnements dans la stabilité de la biosphère. La perturbation des chaînes alimentaires et les déséquilibres écologiques engendrés ont joué un rôle central dans la restructuration de la vie sur Terre, préparant le terrain à la montée en puissance de nouvelles lignées et à une période de renouvellement biologique. Cette compréhension sera le pilier des analyses des processus évolutifs et des trajectoires de récupération que nous aborderons dans les sections à venir. Après les profondes dévastations causées par l'extinction du Trias jurassique, la biosphère a entamé un lent et complexe processus de récupération évolutive qui a véritablement redéfini la composition et la structure des écosystèmes marins et terrestres. Comprendre ces trajectoires de récupération, les mécanismes évolutifs impliqués et l'émergence de nouvelles lignées permet de saisir comment la vie sur Terre a su rebondir, se diversifier et renouveler sa richesse à la suite de cette crise majeure. Dès les premiers stades du Jurassique, de nombreuses niches écologiques laissées vacantes par la disparition d'espèces ont été progressivement occupées par de nouvelles formes de vie, souvent issues d'anciennes populations survécurant à la crise ou de lignées moins affectées. Cette étape cruciale a permis un essor évolutif notable, favorisé par des conditions environnementales relativement stables après la période d'instabilité climatique et océanographique intense. Sur le plan marin, on observe une radiation importante des ammonites, ces céphalopodes, qui avaient connu un déclin sévère durant l'extinction, mais qui ont rapidement colonisé les océans jurassiques avec une diversité et une abondance renouvelées, devenant des éléments clés des écosystèmes marins. Les récifs coralliens aussi connaissent une renaissance progressive, avec la réapparition des coraux modernes et la reconstruction des structures complexes qui servent d'habitat à une multitude d'organismes. Chez les vertébrés marins, les ichthyosaures et plésiosaures, notamment, se diversifient rapidement, s'adaptant à diverses niches et formant des groupes variés de prédateurs marins. Ce renouvellement évolutif illustre la résilience de la vie face à l'effondrement précédent et les opportunités écologiques disponibles. Sur Terre, la récupération est marquée par l'ascension éclatante des dinosaures, groupe déjà présent au Trias, mais marginal jusqu'alors. Ils profitent du vide écologique laissé par la disparition des grands archosauriens rivaux pour se diversifier dans des formes plus grandes, plus spécialisées et occupant une vaste gamme d'habitats, herbivores comme carnivores. Cette radiation est soutenue par une série d'innovations biologiques, telles que des adaptations locomotrices, des stratégies alimentaires et des améliorations physiologiques qui augmentent leur succès évolutif. Parallèlement, les mammifères primitifs, issus de lignées triassiques survivantes,
commencent à évoluer discrètement, bien que leur diversification majeure ne s'opérera qu'après la disparition des dinosaures. Les premiers oiseaux, descendants des dinosaures théropodes, apparaîtront plus tard dans le Jurassique, témoignant d'une continuité et d'une adaptation sans cesse renouvelée. Le monde végétal, quant à lui, voit une diversification accrue des gymnospermes, notamment les conifères, qui dominent les paysages terrestres du Jurassique. Ces plantes s'adaptent au changement climatique post-crise, formant des forêts denses qui serviront de base à des écosystèmes complexes et variés. Ce retour à la complexité est cependant lent et marqué par des fluctuations, car les écosystèmes mettent du temps à retrouver la richesse et la stabilité précédant la crise. Les périodes de radiation sont souvent entrecoupées de phases de crise, locales ou globales, soulignant la nature dynamique et instable des conditions écologiques pendant ces millions d'années de transition. Au niveau microévolutif, les processus de sélection naturelle intense, combinés à des innovations morphologiques et physiologiques, ont catalysé l'émergence de nouvelles lignées, chacune explorant et exploitant des niches écologiques variées. Ces mécanismes sont à la base de la diversification biologique qui caractérise le Jurassique, une période désormais renommée pour la richesse de sa faune et de sa flore. Enfin, la confrontation des données paléontologiques, stratigraphiques et géochimiques révèle des modèles de récupération différenciés selon les régions géographiques et les groupes taxonomiques, soulignant l'influence combinée de facteurs locaux et globaux dans le façonnage de la biosphère post-crise. En somme, les trajectoires de récupération après l'extinction du Trias jurassique illustrent comment la vie est capable de renaître des cendres de la catastrophe, transformant les déséquilibres en opportunités évolutives. Cette dynamique de mort et de renaissance est un aspect essentiel pour comprendre l'histoire de la vie sur Terre et les adaptations qui ont conduit à la richesse biologique actuelle. Cette perspective nous conduit naturellement à nous interroger sur les héritages spécifiques de cette extinction dans la faune jurassique, sujet de la section suivante qui explorera l'impact durable de la crise sur les lignées qui ont modelé cette ère. L'extinction du Trias jurassique, bien qu'elle soit souvent éclipsée par d'autres crises majeures, a eu un impact déterminant sur la configuration de la faune pendant le Jurassique, façonnant les dynamiques évolutives qui ont perduré plusieurs dizaines de millions d'années. Pour comprendre cet héritage, il convient d'examiner comment cette extinction a redessiné les communautés biologiques, favorisé certains groupes et ouvert la voie à des innovations évolutives majeures. Premièrement, la disparition massive de nombreuses lignées triassiques a créé un vaste vide écologique. Ce phénomène d'élimination partielle ou totale de nombreux taxons a laissé disponibles des niches écologiques variées, tant sur Terre que dans les océans. Ces espaces ont été rapidement colonisés par les groupes survivants, qui ont connu une radiation évolutive, réflexion directe de cette opportunité. Chez les vertébrés terrestres, l'héritage le plus marquant réside sans doute dans la montée en puissance spectaculaire des dinosaures. Bien qu'ils aient émergé au Trias, leur diversification et domination écologique ont véritablement commencé après la crise, profitant du déclin brutal des autres reptiles archosauriens, notamment les grands rauisuchiens et phytosaures. Cette diversification a vu l'apparition de formes variées, depuis les petits bipèdes carnivores jusqu'aux sauropodes géants herbivores, érigeant les dinosaures comme le groupe dominant du Mésozoïque. En parallèle, les ptérosaures ont également bénéficié de ces conditions post-crise pour évoluer dans des niches aériennes, tandis que les premiers mammifères battent leur plein, bien que restant marginaux jusqu'à la fin du Mésozoïque. Du côté marin, on observe une réorganisation tout aussi fondamentale. La crise a éliminé de nombreuses espèces d'ammonites, de coraux et d'autres invertébrés, ouvrant la voie à la radiation de formes nouvelles et adaptatives
qui allaient peupler les océans jurassiques. Les reptiles marins, comme les ichthyosaures et plésiosaures, se sont diversifiés, devenant prédateurs dominants, tandis que les récifs coralliens modernes ont peu à peu reconquis leur place dans les milieux marins, favorisant ainsi une richesse écosystémique accrue. Les modifications climatiques post-extinction, souvent plus stables et favorables, ont facilité la colonisation progressive des terres émergées par une végétation riche en gymnospermes, notamment les conifères, qui ont constitué la base alimentaire des grands herbivores jurassiques. Au-delà de la simple colonisation des niches, cette période se caractérise par des innovations évolutives majeures, qu'il s'agisse de la taille corporelle exceptionnelle de certains dinosaures, de l'apparition de stratégies reproductives complexes, ou encore du développement d'adaptations morphologiques et physiologiques inédites. Cet héritage est par ailleurs visible dans les communautés biologiques, où la dominance de certains groupes établit une continuité évolutive marquante jusqu'à la fin du Mésozoïque. L'extinction du Trias jurassique, loin d'être une fin, marque ainsi un tournant décisif qui façonne en profondeur la faune jurassique. En somme, l'extinction a jeté les bases d'écosystèmes nouveaux, remodelés et plus diversifiés, contribuant à la constitution d'une faune où rayonnent les dinosaures et les reptiles marins modernes, sous fond de dynamique climatique stabilisée. C'est cet héritage que nous retrouverons dans la richesse du Jurassique et qui servira de socle à de nombreuses évolutions subséquentes. La compréhension de ces héritages mène naturellement à considérer l'état actuel de la recherche scientifique, les débats et questions qui demeurent quant à cette extinction méconnue, sujet que nous explorerons en conclusion de ce parcours. Alors que l'extinction du Trias jurassique est désormais reconnue comme l'un des événements majeurs ayant bouleversé la vie sur Terre, cette crise reste entourée de nombreuses incertitudes et fait l'objet de débats scientifiques intenses. Depuis les dernières décennies, les avancées technologiques en paléontologie, en géochimie et en modélisation climatique permettent d'approfondir la compréhension de cette extinction méconnue, tout en soulevant de nouvelles questions fondamentales. Les recherches actuelles se concentrent notamment sur la précision des datations géochronologiques. Les méthodes isotopiques et radiométriques à haute résolution ont amélioré la chronologie des événements, permettant de mieux délimiter la durée, les phases et les interactions entre facteurs de la crise. Cependant, la complexité des terrains étudiés, la dispersion géographique des sites stratigraphiques, ainsi que les variations locales, compliquent encore l'établissement d'un cadre universel précis. Par ailleurs, la collecte de données paléontologiques sur des terrains nouvellement explorés enrichit la connaissance de la diversité passée et des réponses biologiques à la crise. L'analyse du taux d'extinction, de survie et de radiation des groupes vivants aide à préciser les mécanismes évolutifs et écologiques en jeu. Cela concerne autant les espèces marines que terrestres, ce qui nécessite une approche intégrée à l'échelle mondiale. Du côté des mécanismes, le débat reste ouvert quant au rôle relatif des différents facteurs. Si le volcanisme associé aux trappes centra-atlantiques est largement reconnu comme un moteur principal, les discussions persistent sur l'importance des impacts extraterrestres, du dégazage de méthane ou des changements océaniques tels que l'anoxie. Les scénarios combinant plusieurs causes gagnent en faveur, soulignant la nécessité d'une vision holistique plutôt que monocausale. Les interactions complexes entre ces mécanismes, leur rétroaction climatique et leur influence sur les chaînes alimentaires et les écosystèmes demeurent au centre des modèles scientifiques. L'amélioration des simulations climatiques et écologiques, intégrant de multiples variables, permet aujourd'hui de tester différentes hypothèses, apportant des résultats parfois convergents, parfois contradictoires, stimulant ainsi la recherche continuelle. L'importance contemporaine de l'étude des extinctions méconnues,
comme celle du Trias-Jurassique, dépassent la simple compréhension du passé. Ces crises offrent des modèles pour appréhender les réactions des écosystèmes face à des perturbations globales rapides, un enjeu crucial à l'heure des changements environnementaux actuels et futurs, marqués par le réchauffement climatique, la perte de biodiversité et les modifications des cycles biogéochimiques. Ainsi, ces études nourrissent non seulement la paléontologie et la géoscience, mais aussi l'écologie, la climatologie et la conservation moderne, en fournissant des clés pour anticiper et peut-être limiter les conséquences des crises écologiques contemporaines. En somme, l'extinction massive du Trias jurassique, longtemps sous-estimée, continue d'irriguer la recherche scientifique avec des questions ouvertes, des méthodes en constante évolution et un intérêt croissant, témoignant de son rôle fondamental dans la dynamique de la vie sur Terre et son inscription dans le débat contemporain sur les interactions entre biosphère, climat et activité géologique.